Alors, je vais partager l'écran. Ok, je pense que vous devez voir mon écran. Donc, pareil, je pense que je ne vais pas avoir accès au chat. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou à m'interrompre quand bon vous semble. Alors, juste petite parenthèse pour vous dire que ma présentation, elle n'est pas en PDF, mais elle est hébergée en ligne sur le GitHub de FRB Cézanne, que vous voyez ici. Et dedans, il y a un dossier qui s'appelle, je l'ai ouvert ici, qui s'appelle Corpus Management IRD. Donc, j'ai fait la présentation avec R et R Markdown. Donc, j'ai hébergé tout le code sur GitHub. Et ici, vous avez le lien vers la présentation. Donc, je vais juste l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Tac, tac. Voilà. Du coup, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu quelques bonnes pratiques et astuces pour gérer un petit peu les références. Donc là, on va partir de l'étape où vous avez fait votre recherche sur Web of Science, Scopus et Google Scholar et vous avez téléchargé les fichiers de métadonnées des références, donc les auteurs, les titres, les journaux, etc., etc. Donc, on va aborder ces différentes thématiques. Je vais juste faire une petite parenthèse ou un retour sur rebondir sur ce que Joseph a dit précédemment pour l'acquisition des références. Ensuite, on va vite fait parler de comment est-ce qu'on gère tous ces fichiers, toutes ces références. Une fois qu'on a trouvé un bon moyen de les gérer, comment est-ce qu'on peut accéder aux informations. Et à la fin, je vais rapidement vous montrer comment supprimer ou du moins identifier les références doubles. Petite parenthèse encore, je suis un gros geek et dans la vie j'ai deux passions, j'ai R et GitHub. Donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut le faire en code, mais c'est très 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 light, c'est très léger. Et bien sûr, ce que je vais vous montrer, on peut très bien le faire avec Excel ou avec la souris. Voilà, c'est juste pour vous montrer une autre façon de procéder pour être un petit peu plus reproductible. C'est autre chose. Donc, l'acquisition des références. Donc, vous l'avez vu vite fait avec Joseph avant, on écrit une équation de recherche. Donc, ça, c'est la syntaxe qui est utilisée sur Web of Science. Et ça permet de rebondir aussi sur la question qui avait été posée dans le chat. Ici, TS, ça veut dire topic. Donc, ça veut dire que donc, le topic, ça inclut le titre, ça va inclure la recherche sur les abstracts, la recherche sur les mots-clés des auteurs et la recherche sur les mots-clés de Web of Science, parce que Web of Science va rajouter par-dessus, sur pas tous les articles, mais beaucoup d'articles, ses propres mots-clés à lui. Donc ici, avec cette équation de recherche, je vais chercher le nom latin du saumon, Salmo salar, en association avec le mot-clé conservation, partout. Donc titre, mot-clé, abstract. Et en plus, dans cet exemple-là, je réduis un petit peu la fenêtre temporelle pour chercher juste sur 11 années, de 2010 à 2021. Donc, ça, on le fait typiquement, la plupart d'entre vous, même quasiment vous tous, vous connaissez les interfaces web. Donc, vous allez sur le navigateur Internet et vous allez sur le site de Web of Science. Donc, je vais juste vous montrer, je pense que je l'ai ouvert ici. Donc, voici l'interface de Web of Science et on peut choisir ici dans quel champ on veut faire notre requête. Donc, je peux chercher dans Topic, Salmo, Salar. Je peux ajouter une autre ligne en choisissant le booléen, en disant en association, toujours pareil, dans le topic avec conservation, et etc., etc. Je peux ajouter tout ce que je veux. Ça, c'est une façon de le faire en clic-bouton, mais comme on l'a vu juste dans cette présentation ici, on peut le faire en syntaxe un petit peu plus code, on va dire. Donc en utilisant les abréviations, des parenthèses, des guillemets, etc. Ça peut être un petit peu plus intéressant parce que ce genre d'équation, vous pourrez la mettre en annexe ou dans votre matériel et méthode de l'article que vous publierez. Et ça permet plus facilement, en changeant juste un mot, de modifier rapidement son équation de recherche plutôt que de faire la recherche en clic bouton. Voilà. Mais bon, bref, tout ça pour dire que on fait sa recherche, on cherche, et on obtient un certain nombre de résultats. Ici, 803. Donc, une fois qu'on est là, ben, nous, ce qu'on veut, c'est télécharger en fait ces métadonnées. Donc, on va essayer de le faire. Je ne sais même pas le faire en fait. Il faut savoir que moi, je ne fais pas de revue systématique. Et si je l'ai fait en code.
Donc, quelque part, vous avez un bouton Export ici, en plein milieu, et vous pouvez choisir le format de données. Il y en a beaucoup, 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 et je vais juste mentionner certains. Donc, je rebascule sur la présentation. Je passe tout ça. Voilà. Il y a différents formats et je vous en montre juste trois. Il y a le format plain text, donc c'est juste un fichier de texte que vous pouvez ouvrir avec le bloc-notes ou vous pouvez même l'ouvrir avec Word et qui contient en fait les informations d'une publication et qui est codé en fait. Tous les formats utilisent leur propre codage, on va dire. Donc ici, PT par exemple, c'est pour le type de publication. J, ça veut dire journal. Vous avez la liste des auteurs, etc., etc. Donc ça, c'est un format en particulier. Si vous travaillez avec R, c'est pas le meilleur format qui est le plus approprié parce que bah, c'est compliqué à manipuler, on va dire. Vous avez un autre format qui est le format RIS, qui est un petit peu plus évolué, qui est un petit peu plus intéressant, mais qui contient exactement les mêmes informations, mais structurées différemment. Le format que je vous recommande, c'est celui-là, c'est le format BibTeX, donc qui est issu du monde de LaTeX. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour écrire des documents PDF en format texte, on va dire. C'est un peu plus verbeux, il y a un peu plus d'informations, il y a plus d'accolades, de symboles, mais par contre, les tags, on les comprend de suite. Auteur, on comprend que c'est les auteurs, title, on comprend que c'est le titre, etc., etc. L'avantage de ce format, alors ici, il n'y a pas d'exemple, mais je pense qu'il y en a un. Donc, ici, c'est pour un article. Ici, c'est pour un autre article, sur un autre article, mais qui présente l'avantage ici d'avoir ce symbole un petit peu bizarre. Mais ce symbole-là, ça veut dire E accent aigu. Il faut savoir que si vous êtes sur Windows, sur Mac, sur Linux ou n'importe quel autre système d'exploitation, ben, l'encodage des caractères peut être différent. Et vous pouvez potentiellement avoir des problèmes, en tout cas avec Linux, il y a plein de problèmes, parce que souvent ces fichiers sont constitués par Web of Science sur des serveurs qui tournent sur Windows. Donc le format BibTeX est ce qu'on appelle portable, c'est-à-dire que peu importe s'il y a des accents ou pas, dès l'instant qu'ils sont codés de cette manière, vous pourrez lire le fichier sans avoir de symbole un petit peu bizarre, que vous soyez sur Mac, Windows ou Linux. Voilà, donc évidemment, il y a des formats BibTeX pour n'importe quel type de publication. Donc ici, c'est un exemple pour les livres. Donc ce qui change, en fait, c'est juste les informations associées. Ici, on a le publisher, mais par contre, on n'a pas le journal, vu que c'est un livre. Ça existe aussi pour les chapitres de livres, etc., etc. Voilà, je vous ai mis un lien qui vous explique un peu le format BibTeX. C'est vraiment pas important que vous compreniez ça. Mais retenez juste que le format BibTeX peut être intéressant. Donc, je vais juste re-switcher sur Web of Science. Quand vous faites export, je vais juste restreindre. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, je vais cliquer sur BibTeX. Et dans le cadre d'une revue systématique, vous avez besoin des abstracts. Donc là, il faut voir que par défaut, le contenu du fichier que vous allez télécharger ne contient pas l'abstract. Donc, vous avez juste l'auteur, le titre et la source. Il faut cliquer dessus et bien sélectionner Abstract, ou encore mieux, vous pouvez sélectionner Full Record. De cette manière, vous avez un maximum d'informations sur la publication. Il faut savoir que Web of Science, il limite, alors je ne sais plus à combien, je crois qu'à une époque c'était 500 références par fichier. Je crois que maintenant c'est 1000 peut-être. Donc si votre recherche vous retourne 10 000 articles, il va falloir faire cette étape d'exportation 10 fois pour les 1000 premiers, puis les 2000, puis les 3000, etc., etc. Donc, il faut bien cliquer ici, Record from 1 to, et je vous en exporter juste les 3 premiers. Vous faites exporter, vous enregistrez votre fichier, vous le mettez où vous voulez, et il est enregistré. Voilà. Et donc, vous répétez autant de fois que vous avez d'articles à télécharger. Je vais vous montrer après qu'est-ce qu'on fait avec ce fichier. Donc ça, c'était la manière clic-bouton. C'est bien, mais pour moi, je ne trouve pas ça bien du tout. Mais bon, ça, c'est mon avis. Il faut juste savoir que maintenant, sur Internet, il existe d'autres moyens de télécharger des informations depuis un serveur. C'est ce qu'on appelle les API, pour interface je ne sais pas comment on dit en français, Application Programming Interface. Et quand vous allez sur Internet, que vous ouvrez Firefox ou Google Chrome et que vous tapez google.com, ce qui se passe, c'est que vous partez dans le cloud, enfin dans l'Internet, vous faites une demande, donc c'est la flèche numéro 1, vous envoyez votre requête, je veux la page de Google à un serveur
qui vous retourne aux pages. Et vous avez la page de Google. C'est ce qu'on a vu avec Web of Science. Et derrière, ben, on clique sur les formulaires, etc., etc. L'application, l'API, c'est un petit programme que ceux qui ont fait le site web ont mis en plus et qui se met en fait juste avant de taper le serveur. Et ce qui fait que ça va nous permettre d'accéder au même contenu, mais via du code. Donc en utilisant R, Python ou tout autre langage de programmation. Et donc ça présente plusieurs avantages. L'avantage, c'est qu'on accède directement à des données brutes et on ne s'embête pas à devoir formater les données, etc., etc. On a besoin d'un client, ce qu'on appelle, donc en gros, sous R, ça serait un package R qui permettrait de récupérer des informations. Je vais vous montrer un exemple après. Les API, par contre, c'est développé par les personnes qui gèrent les sites Internet, donc par Web of Science, Scopus, Google Scholar, etc. Donc, les gens de Web of Science, donc Clarivate et Scopus, ils sont sympas, ils ont fait leur propre API, ce qui fait que nous, on peut les utiliser. Par contre, Google, ben, il a pas fait d'API pour son service Google Scholar. Du coup, ben, on ne peut pas utiliser de code pour Google Scholar, sauf des techniques plus ou moins légales. C'est un peu comme l'intelligence artificielle, la législation, elle est un petit peu floue, mais c'est ce qu'on appelle le web scrapping, j'en parle pas du tout. Juste garder à l'esprit que pour faire du requêtage via les API, il y a quand même certaines limites. Souvent, les API, elles vont limiter le nombre d'enregistrements qu'on va récupérer par requête. On peut aussi être limité par le nombre de requêtes qu'on va faire par mois. Et dans le cas de Web of Science, on va récupérer toutes les métadonnées sauf les résumés. Donc, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous amuser avec ça, mais il faut juste garder à l'esprit que vous n'aurez pas le résumé et que vous pouvez être limité. Bon, là, c'est si vous y allez vraiment fort. Quoi d'autre? Donc, là, je vous présente vite fait un package que j'ai fait pour utiliser l'API de Web of Science Lite. Donc, c'est un package R qui s'utilise de manière très très simple. Vous avez l'URL ici en bas si ça vous intéresse. Il est facile à installer, mais le petit hic, c'est qu'il faut obtenir ce qu'on appelle un mot de passe d'API. C'est un API token. Et ça, si votre institution souscrit un abonnement à Web of Science, vous pouvez très bien demander à votre institution qu'elle contacte Clarivate pour qu'il vous fournisse un token. Moi, je l'ai fait. Ça a pris 8 mois, mais j'ai eu mon token. Donc voilà, c'est une façon de faire. Et l'avantage de ce package que je vous montre, c'est que la syntaxe est la même que celle qu'on utiliserait sur l'interface web. Là, par exemple, je veux récupérer toutes mes publications, ben, j'utilise le mot-clé AU pour author. C'est ma requête. Je cherche combien est-ce que j'ai de publications, j'en ai 20. Et du coup, derrière, j'utilise la fonction WOS get records pour télécharger toutes les publications. Et à la fin, j'obtiens un beau data frame avec une information par colonne et chaque ligne, c'est un article, une publication. Et du coup, c'est quelque chose qui est déjà prêt à être analysé avec elle. Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a pas les résumés, mais il y a les mots-clés. Et évidemment, vous pouvez constituer des équations de recherche très très complexes, donc en suivant la méthode PicoPeco. Il n'y a aucun problème avec ça. Et vous exportez derrière un fichier CSV ou un fichier Excel. Voilà, c'était une petite parenthèse geek, mais ça fait toujours plaisir. Puis maintenant, on va parler et j'ai plein de fichiers BibTeX, donc là, je reviens en mode simple. J'ai utilisé l'interface web de Web of Science et j'ai téléchargé plusieurs fichiers BibTeX. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, l'idée, pour travailler de manière propre et optimale, on va dire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un logiciel de gestion de référence. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce genre de logiciel, mais en gros, il permet une part, ce qu'on veut à minima, c'est de pouvoir stocker nos références, de pouvoir les organiser en dossiers, sous-dossiers, par thématique, potentiellement ajouter des tags si on veut mettre des petites notes, etc. Une, euh, une fonctionnalité un petit peu évoluée, mais qui se retrouve parmi tous maintenant, c'est de pouvoir récupérer les métadonnées ou alors les PDF. Donc, je pense que Louise vous en parlera, je ne sais pas quand, cet après-midi ou demain, cet après-midi peut-être, de comment, à partir d'une métadonnée, donc d'un DOI, typiquement, de récupérer le PDF associé. Donc ça, c'est une fonctionnalité très, très intéressante.
Et donc, évidemment, de pouvoir ajouter à la main ou de manière automatique des références. Et je vais vous présenter des plugins, donc des extensions pour navigateur Internet qui permettent de, vous êtes sur la page de Nature Communication, par exemple, de pouvoir, vous êtes sur la page de l'article, en un clic, vous pouvez ajouter la référence dans ce logiciel. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, des plugins pour Word, LibreOffice Writer et Google Doc aussi, ça existe maintenant, et RStudio. Donc, connectez ce logiciel de gestion de référence avec votre éditeur le logiciel sur lequel vous allez écrire l'article pour pouvoir insérer des citations à partir de cette base de données et aussi, dessous, générer la bibliographie. Et ensuite, ce qui peut être intéressant si vous collaborez, c'est de créer des librairies online et de pouvoir collaborer à plusieurs sur la même librairie. Donc, il existe plusieurs solutions. Il y a EndNote qui a été racheté par Clarivate Analytics qui est également le propriétaire de Web of Science. Vous avez Mendeley Desktop qui est qui était la propriété de Elsevier parce qu'il est plus du tout, ils ont supprimé ce logiciel et ils l'ont remplacé par Mendeley Reference Manager. C'est une nouvelle mouture et il marche bien. Et sinon, celui que je vous conseille d'utiliser, c'est Zotero parce qu'il est open source et libre. Donc le code source est ouvert et en plus il est libre et gratuit. Donc rapidement, un petit comparatif. Selon le système d'exploitation, je vous dis d'utiliser Zotero parce que je suis adepte de la philosophie libre et open source, mais vous faites ce que vous voulez. C'est juste que si vous êtes sur Linux, par exemple, vous ne pouvez pas utiliser EndNote. Donc à partir de là, il faudra choisir entre ces deux. Et si pour vous, la licence et le prix est quelque chose d'important, à ce moment-là, vous oubliez complètement EndNote. Si par contre le stockage en ligne est important pour vous, il faut savoir que EndNote et Mendeley proposent gratuitement 2 gigas pour stocker vos PDF et vos références, alors que Zotero, c'est seulement entre guillemets 300 mégas. Bien sûr, il existe des abonnements payants que vous pouvez souscrire si c'est pas suffisant. Ça, on s'en fout. Google Doc, c'est intéressant de voir que seul Zotero permet de plugger, d'associer Zotero et Google Doc pour ajouter facilement vos références. Et Zotero, vu qu'il est open source, il y a une grosse communauté qui travaille dessus et vous pouvez le customiser un petit peu comme vous voulez. Donc voilà, juste un petit tableau comparatif pour vous aider à choisir, si vous êtes amené à choisir. Je montre juste Zotero, donc l'interface ressemble à ça. Vous avez la liste de vos références en plein milieu. À droite, quand vous cliquez sur une référence au milieu, vous avez les métadonnées associées, donc le contenu du fichier BibTeX. Et à gauche, vous avez un petit arbre de navigation où vous pouvez créer des librairies, des sous-librairies, etc., etc. Et dessous, bon, ça c'est pas un truc qui est super sur Zotero, c'est les mots-clés. Voilà, vous pouvez filtrer vos références par mots-clés. Donc, je l'ai dit, open source, il est libre, il est très bien documenté parce que la communauté de développement est très active. Il y a des plugins pour des connecteurs, ils appellent ça, pour Word, Google Doc et aussi pour votre navigateur web. Il y a plein d'autres plugins, je vais vous en parler, je vais en mentionner certains. Et il y a aussi un très gros choix de style bibliographique. Ça, c'est quand le style bibliographique, c'est ce qui va donner la forme à votre bibliographie en fin de document. Parce que selon que vous soumettez à tel journal versus tel autre, le style bibliographique et même les in-text citations ne sont pas les mêmes. Donc, il y a juste besoin de changer le style et je crois qu'il y en a plus de 10 000. Donc, si vous faites rejeter une fois, deux fois, vous pouvez vous faire rejeter 10 000 fois. Vous pourrez changer facilement le style. Et pour les geeks, ça supporte bien LaTeX, le format BibTeX, il est parfait, et RStudio. Je vous mentionne ici juste deux plugins importants. Donc, c'est le Zotero Connector. Donc, ça, c'est pour les navigateurs Firefox, Chrome, Safari et ça doit être Edge. Donc, vous avez un petit bouton et vous pouvez ajouter directement à votre librairie Zotero en un clic l'article que vous avez sur le navigateur. Et en plus, ça peut potentiellement vous ajouter le PDF si le PDF est en open access. Et le plugin pour Word, donc je vous ai mis les liens. Si vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir la présentation et installer tout ça s'il vous faut.
Citation picker bon, ça, c'est pour les geeks que je mentionne. Donc, geeks, c'est si vous utilisez un éditeur de code particulier, genre Atom, Visual Studio Code ou VS Codium, sa version sans Microsoft, il existe aussi des plugins pour connecter un petit peu plusieurs logiciels à Zotero. Et d'autres plugins pour aller plus loin, bon, je passe, c'est pas important. Donc, je fais une petite parenthèse sur RStudio, depuis les 4 dernières versions de RStudio, maintenant, on peut vraiment connecter Zotero et RStudio et en fait écrire notre article qui sera soumis à une revue en version R Markdown ou Quarto maintenant, comme si vous le faisiez sur Word. Et ça marche très, très bien. Et en fait, RStudio est en train de devenir Microsoft Word. Bon, voilà. Je mentionne juste ça, ça existe. Euh, Quelle heure qu'il est? Ouais. Donc, pour accéder aux références donc, qui sont stockées dans Zotero, on peut le faire de plusieurs manières. Le on the side, je ne vais pas en parler parce que vous irez voir pour vous. Donc, on peut le faire. Je vais vous montrer les 4 options qui existent. Zotero, on peut récupérer les références de diverses manières. Zotero, il faut savoir que la base de données, elle est écrite en SQLite. Donc, on peut se connecter en faisant du code pour faire des requêtes à la base de données. C'est une façon de faire, j'en parle pas plus. Il y a l'API de Zotero qui permet de se connecter à la librairie Zotero en ligne. Pareil, j'en parle pas plus, mais c'est quelque chose qui est possible toujours dans une optique de reproductibilité, que tout ce qu'on fait, depuis le moment où on a téléchargé les Big Tech, doit être documenté. Et je pense même que si vous soumettez une revue systématique, vous devez dire à chaque étape combien d'articles vous avez exclus, pourquoi, etc. Donc, une manière de le faire aussi, c'est d'écrire un code R, un script R, et à chaque étape, on stocke ce genre d'informations. Et donc, ça peut partir de je récupère mes informations et la manière dont je les récupère, mes références, et la manière dont je les récupère, ben, je les mets dans un code R. On peut aussi, je pense que beaucoup d'entre vous feront ça, c'est exporter un fichier CSV depuis Zotero. Tout simplement, vous cliquez droit sur votre dossier Web of Science, vous faites exporter en CSV et basta. Vous ouvrez Excel et vous travaillez directement là-dessus. Ou alors, on y revient toujours, mais on peut travailler avec les fichiers BibTeX. Donc, pareil, j'ai fait un autre package. Tout ça, en fait, je l'ai fait dans le cadre des groupes de revues thématiques qu'on a hébergés au César. C'est des petits outils que j'ai développés pour bosser un petit peu sur leur projet de revues thématiques. Et le fichier R BibTools permet de lire, d'importer dans R des fichiers BibTeX. Donc, en une ligne de code, vous avez plein de fichiers BibTeX. En une ligne de code, vous avez tout sous forme de data frame et ça marche très bien. Et en plus, ça garde le nombre de fichiers d'origine. Donc, si vous avez 2 fichiers BibTeX, un pour Web of Science, un pour Scopus, ça va pas fusionner. En fait, ça va les mettre les uns au-dessus des autres. Et vous allez avoir une colonne Web of Science ou Scopus, parce que c'est important de garder la trace d'où viennent les références depuis le départ. Voilà, vous avez les slides à votre disposition. Il y a tous les liens, toutes les manières d'installer ce genre d'outils. Et voilà, et comme je vous dis, en une ligne de code, vous fournissez un dossier qui contient tous vos fichiers BibTeX et ça vous importe directement toutes vos références et vous voyez, vous avez une colonne avec le nom de fichier. Blablabla, vous irez voir si ça vous intéresse. Et donc, du coup, vient l'étape de trouver des doublons. Donc, il existe une multitude d'outils pour trouver les doublons. Donc, qu'est-ce qu'un doublon? C'est vous avez fait votre recherche sur 2 bases de données et parmi les résultats, ben, il y en a qui se retrouvent dans les 2 bases de données. Donc ça, c'est des doublons parce que c'est exactement la même référence. Donc vous n'allez pas la screener 2 fois. Ça va faire perdre du temps. Donc l'idée, c'est de détecter que ce sont des doublons et après, vous pouvez les supprimer, mais en gardant la mémoire que cette référence était dans les 2 bases de données. Ça peut être intéressant de garder cette information pour calculer un pourcentage de recouvrement entre Web of Science et Scopus, par exemple. C'est le genre d'information que vous pouvez fournir en annexe de votre journal. Donc, sur R, il existe le package RevTools qui est plus trop maintenu. Donc, il marche,
mais je ne sais pas pour combien de temps. Mais il existe plein d'outils en ligne qui existent aussi, qui sont simples. L'avantage de RevTools, c'est qu'ils s'insèrent dans un écosystème de packages R qui sont dédiés à l'analyse de littérature au sens très très large, pour revues systématiques, mais pas que. Donc, il permet de faire plein de choses, mais il permet notamment de trouver des duplicats. Et on peut le faire par défaut, ça marche sur le DOI. Donc, on a notre gros data frame et il va screener tous les DOI. Il va dire, bah, ces deux, ils sont identiques, ces deux sont identiques, ces deux sont identiques. Donc, on peut le faire en ligne de code, mais il y a aussi une application Shiny pour ceux qui connaissent. Donc, c'est du code R qui tourne en arrière-plan et on peut accéder à une belle interface dans le navigateur Internet et cliquer. Ça fait exactement la même chose qu'en ligne de code. Donc, ces deux fonctions sont identiques, mais celle-là permet juste d'ouvrir une interface web. L'avantage de RevTools, c'est qu'il supprime pas les doublons. Il vous dit, bah, ces deux références, il va ajouter en fait un identifiant à chaque ligne, et les doublons, ils auront le même identifiant, ce qui fait qu'il supprime pas du tout de ligne pour vous. Ça peut être intéressant. Donc, il faudra les supprimer par derrière. Voilà, donc c'est exactement ce que je disais. Donc, si je résume un petit peu, je pense que je suis parti un peu dans tous les sens, mais globalement, une fois que vous avez été sur Web of Science à gauche et Scopus à droite, donc évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose pour Google Scholar ou autre, ben, vous exportez depuis chaque moteur, depuis chaque base de données, vos BibTeX files, vous les importez dans Zotero au milieu. Chaque base de données aura un dossier à elle. Donc, si vous avez trois BibTeX pour Web of Science, vous allez créer un dossier Web of Science dans Zotero et vous allez mettre les BibTeX dans ce dossier-là. Et vous faites la même chose pour Scopus et pour toutes les autres bases de données. Comme ça, vous ne mélangez pas les pommes et les oranges. Donc, une fois que vous avez tout importé dans Zotero, vous organisez par source, donc c'est ce que je viens de dire. Vous pouvez exporter, donc je vous présente la recette sur R. Vous exportez tous vos BibTeX depuis Zotero. Vous les importez. Donc, pourquoi est-ce qu'on passe par Zotero? C'est d'une part pour tout centraliser et en plus, des fois, les fichiers BibTeX de Web of Science ou de Scopus ou les fichiers RIS ou TXT, ils sont pas parfaits. Il y a des petits bugs des fois. Zotero, il permet de corriger le format un petit peu, le contenu de ces fichiers BibTeX. Et donc, il permet en plus de faire un backup en ligne de vos références. Donc, on importe dans Zotero, on exporte depuis Zotero, on ouvre dans R, on supprime les doublons et ensuite, on passera à l'étape qui sera abordée par mes collègues cet après-midi, je pense, c'est on va screener le titre et les abstracts. Et ça, je n'en parle pas du tout. Mais l'étape de déduplication est importante quand même. Ça peut vous supprimer en faisant un petit peu le marseillais un tiers de référence. Voilà. Donc j'avais un exercice à vous faire faire, mais c'est du R en visio, je pense que ça va être l'enfer. Donc l'idée, je vous montre juste, vous le faites si vous voulez ou pas. L'idée, c'est que j'ai créé deux fichiers fictifs BibTeX. Donc j'ai simulé une requête sur Scopus ici et sur Web of Science ici. Dans ces fichiers BibTeX, il n'y a pas beaucoup de références. Je pense qu'il doit y en avoir une vingtaine. Il y en a qui sont communs, il y en a qui sont uniques à chaque base de données. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu tout ce pipeline de manipulation. Donc on télécharge les BibTeX, on importe dans Zotero, chacune dans sa propre librairie ou collection. On exporte, on ouvre dans R. On ouvre R, on importe les BibTeX, on trouve les duplicats et finalement on exporte une table Excel qui est clean pour pouvoir ensuite faire le screening sur le titre et le résumé. Et voilà. Donc c'est l'exercice. Et évidemment, je suis sympa, j'ai mis toute la correction à la fin. Et j'utilise même pas en fait si j'utilise RevTools. Et voilà. Et vous voyez, c'est pas. Donc c'est sûr qu'il faut connaître le langage de programmation R, mais on fait tout en très peu de lignes de code en fait. Et vous avez une table Excel à la fin qui est prête à être analysée pour la suite et qui servira en fait de base, de terreau pour tout le reste de votre revue systématique et méta-analyse, etc. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais essayer de...